Économie Le Max sur i24 News. Voici le sommaire de cette édition. La Grèce, une nouvelle fois au cœur des inquiétudes en Europe. Au lendemain du rejet par le Parlement d'une motion de censure, Athènes a-t-il les moyens, les outils pour sortir de la crise? Un constat, l'austérité ne fait plus recette. Une question, comment retrouver la voie de la croissance? L'avis d'une spécialiste de l'économie grecque dans un instant, Céline Antonin. Et puis retour sur la catastrophe qui a balayé les Philippines vendredi, des vents de 300 km/h et des paysages d'apocalypse. Pour beaucoup, le rapprochement est inévitable avec la problématique du réchauffement climatique. Et c'est justement hier que s'ouvrait la conférence annuelle de l'ONU sur le sujet. Alors peut-on concilier croissance et lutte contre le réchauffement? On en parle dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence avec l'essentiel de l'actualité économique et il aura fallu attendre 4 mois après un premier round à Washington en juillet. Les négociations entre l'Europe et les États-Unis sur le traité de libre-échange entre les deux continents ont repris hier. Cette fois, c'est à Bruxelles. Une soixantaine d'officiels américains sont sur place avec des perspectives alléchantes, surtout pour les États-Unis. 740 000 créations d'emplois en Amérique selon un récent rapport et plus 33% pour les exportations en direction de l'Europe. Alors deux secteurs notamment seraient les grands gagnants d'une issue positive, l'automobile et la chimie, mais les obstacles restent nombreux, d'autant que l'affaire Snowden, le scandale des écoutes de la NSA, plane toujours sur ces discussions. Je pense que l'avantage de la libéralisation des échanges est à très long terme. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des gains immédiats à court terme, mais à beaucoup plus long terme. Je pense que nous avons des preuves assez convaincantes que la libéralisation du commerce mondial est positive pour la croissance globale. En tout cas, des enjeux considérables. 60% des activités bancaires mondiales concernent aujourd'hui les liens financiers entre l'Europe et Washington. Toujours à propos de l'Europe, c'est fait. Un accord a été trouvé sur le budget de l'Union européenne pour 2014. 16 heures de bras de fer, de discussion et un compromis à la sortie de la nuit. Au final, une rallonge de 500 millions d'euros. Le Parlement européen devra donc composer avec des paiements de 135,5 milliards d'euros. Un budget en baisse de 9,4% par rapport à l'an dernier. Un peu à l'image de l'austérité en vigueur actuellement au sein de l'Union. Alors cet accord doit encore être avalisé la semaine prochaine par les ministres et les eurodéputés. Le budget de Bruxelles représente environ 1% du PIB des 28 pays membres. Il comporte notamment une enveloppe de 3,9 milliards d'euros pour soutenir les créations d'emplois, la formation et l'apprentissage. Et puis en France, malgré le pessimisme ambiant dans l'Hexagone, eh bien la Banque de France a revu à la hausse ce matin sa prévision de croissance pour le 4e trimestre, plus 0,4%. Il s'agit d'une première estimation fondée sur l'enquête de conjoncture d'octobre pour l'industrie et les services. Ce chiffre de 0,4% correspond aux prévisions de l'INSEE aussi, publiées le 3 octobre dernier. Une tendance confirmée tout à l'heure par l'OCDE qui prévoit une hausse du PIB français de 0,3% pour cette année et de 0,8% l'an prochain. Au Venezuela, c'est en envoyant l'armée que le président Nicolás Maduro entend faire baisser les prix. Des mesures exceptionnelles, il s'agit d'enrayer l'inflation qui frappe le secteur de l'électroménager. Une surfacturation des produits qui, selon le pouvoir, dépasse parfois les 1000%. Du coup, l'armée s'est vue ordonner d'occuper des centres commerciaux accusés de vendre leurs produits à des prix exorbitants et non justifiés. À la clé, vous le voyez, des queues interminables. Hier, des centaines de clients ont afflué pour profiter des prix avantageux imposés désormais par l'État. L'actualité économique en Israël marquée par l'acceptation par le groupe Teva de payer à l'État 2 milliards de shekels, 420 millions d'euros de taxes en libérant des bénéfices accumulés depuis 2005. Le tout en vertu d'une loi destinée à encourager les investissements et qui exonère d'impôts les multinationales tant qu'elles ne libèrent pas leurs bénéfices. L'an dernier, Teva, numéro 1 mondial des médicaments génériques, avait ainsi versé au fisc 5 millions de dollars d'impôts, soit seulement 0,3% de ses bénéfices. Enfin, un mot sur l'Iran avec ses révélations concernant l'étendue du pouvoir de l'ayatollah Ali Khamenei, le numéro 1 du régime de Téhéran qui contrôle bien plus que l'exécutif iranien puisqu'il est également à la tête d'un conglomérat financier qui pèse 71 milliards d'euros. C'est l'agence Reuters qui, après 6 mois d'enquête, lève le voile sur cet empire financier au service du guide suprême de la révolution islamique. Il s'agit d'une organisation dénommée Setad. Elle possède des parts dans quasiment tous les secteurs de l'économie nationale. Le montant dévoilé est supérieur à la valeur annuelle des revenus pétroliers de l'Iran, de quoi consolider la marge de manœuvre du leader chiite au pouvoir depuis 24 ans maintenant.
Et direction la Grèce pour notre premier dossier. La motion de censure avait peu de chances d'être adoptée, mais elle souligne une fois de plus le ras-le-bol grandissant de la population grecque envers les politiques de rigueur dictées bien souvent par Bruxelles et les autres créanciers du pays. Quel bilan pour Athènes après 4 années d'austérité? Avant d'en parler avec Céline Antonin, Jonas Citruc fait le point pour nous sur les dernières coupes budgétaires à l'origine de la colère de la population et de l'opposition. Une fois de plus, des milliers de Grecs sont descendus dans les rues pour dénoncer la poursuite des politiques de rigueur. Des manifestations appuyées par le dépôt d'une motion de censure par le principal parti d'opposition, la gauche radicale Syriza. Nous appelons à une motion de censure contre votre gouvernement, car vous avez échoué dans presque tous les domaines. Tout ce que vous aviez promis avant les élections et tout ce que vous avez annoncé après les élections. Mais sur 300 députés, 153 rejettent la motion. La plupart sont issus de la majorité de la coalition gouvernementale d'Antonis Samaras. Par cette motion de censure, l'opposition entendait dénoncer la fermeture de la chaîne de télévision publique, ERT, qui avait entraîné le licenciement de 2600 employés. Nous avons prouvé ces 5 derniers mois que nous étions trop forts pour nous laisser abattre. Nous avons prouvé aussi que nous nous tenions aux côtés de la société et la société à nos côtés. Cette unité sera très difficile à briser. 2600 employés sur un total de 4000 fonctionnaires que le gouvernement s'est engagé à licencier d'ici la fin de l'année. Un engagement d'Athènes auprès de la troïka de ses créanciers, la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. En échange, la Grèce continuera à recevoir les 240 milliards d'euros qui lui ont été promis depuis 2010. Un programme d'austérité draconien qui a détruit 40% des revenus disponibles des ménages. Les 1 200 € de retraite que je percevais au début ont été réduits à 860 €. Ça fait une grande différence. Aujourd'hui, la Grèce affiche un taux de chômage record, près de 28%. Plus inquiétant encore, plus d'un jeune sur 2 est sans emploi. Voilà, et les plans d'austérité qui se succèdent en Grèce depuis bientôt 4 ans avec des résultats peu convaincants. Plus de dettes, plus de récession, plus de chômage. Et nous sommes en ligne avec Céline Antonin, économiste à l'OFCE, maître de conférence à Sciences Po Paris et spécialiste de la Grèce. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vu de ces constats, est-ce qu'on peut dire que l'austérité a aggravé la situation économique de la Grèce ? Alors clairement, on peut dire que l'austérité n'a pas du tout été une solution durable et positive pour la Grèce, puisque on se rend bien compte que ce qui s'est passé, c'est que justement en aggravant la récession, cette austérité finalement, elle a empêché la Grèce de renouer avec la croissance, et donc ça a permis au chômage de continuer sa progression. Ça a rendu plus difficile le remboursement de la dette, donc finalement c'était un cercle vicieux dans lequel s'est engagée la Grèce et duquel elle peine aujourd'hui à sortir. Et la question que beaucoup de Grecs se posent aujourd'hui, c'est à quoi profitent ces politiques de rigueur? Est-ce que vous avez une réponse? Alors l'idée en fait de ces politiques de rigueur, c'était finalement de permettre au déficit de se réduire rapidement et donc d'avoir finalement une dette qui arriverait à être stabilisée et qu'on pourrait par la suite réduire, puisque il faut se rappeler que tout ça est parti du fait qu'en 2008-2009, on s'est rendu compte du fait que le déficit était beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Mais en réalité, en fait, ça a été une fausse solution, puisque ça n'a pas du tout permis l'austérité, finalement, a complètement cassé la croissance, elle a cassé la consommation en Grèce, elle a entraîné beaucoup de fermetures d'entreprises, et donc ça n'a pas du tout permis de réduire le déficit, puisque en réalité, c'est la croissance qui a été complètement cassée, et donc la Grèce, la dette a continué à augmenter. Alors justement, comment la Grèce pourrait-elle retrouver le chemin de la croissance? Est-ce qu'il est temps, selon vous, de tourner la page de l'austérité pour de bon? Alors ça fait déjà 5 ans qu'on parle de tourner la page de l'austérité et que ça n'a pas vraiment été fait. Donc aujourd'hui, avec toutes les réformes qui ont été prises en Grèce, on a l'impression qu'elle commence un petit peu à voir le bout du tunnel, au sens où même si on est toujours dans une phase de récession, elle a gagné un petit peu de compétitivité, son déficit commercial s'est également réduit. Donc avec la baisse des salaires dont on parlait, qui a été douloureuse pour les salariés, ça a malgré tout permis aux entreprises d'être un peu plus compétitives. Donc on peut s'attendre, en tout cas s'il y a une accalmie en zone euro et que le commerce repart en zone euro comme on s'y attend,
on peut s'attendre à ce que la croissance soit timidement de retour l'année prochaine. Donc j'allais dire, il me semble qu'elle a mangé l'essentiel de son pain noir. Pour autant, c'est pas tout à fait terminé. Et je crois surtout que pour qu'elle s'en sorte véritablement, il faut que le FMI, la Commission européenne et donc finalement la Troïka arrête d'imposer justement à la Grèce de réduire aussi rapidement son déficit. Alors ça a été un petit peu fait puisqu'ils ont commencé justement à ébaucher l'idée. Déjà, on a donné 2 ans de plus à la Grèce pour réduire son déficit, mais il faut vraiment maintenant qu'on exige qu'il y ait un retour à la croissance avant de continuer à réduire le déficit. Alors justement, vous en parliez, jusqu'où selon vous peut aller l'aide de la Troïka, Bruxelles, FMI, BCE, ça reste efficace selon vous ? Alors, ça reste efficace, oui et non. C'est-à-dire que la Grèce n'arrive plus à se financer sur les marchés aujourd'hui, puisque effectivement on lui demande un taux d'intérêt trop important. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est uniquement dépendante de la BCE et puis de la Commission européenne. Donc, en fait, ces créanciers, en retour, exigent un certain nombre de réformes. Je pense qu'il faut que sur ces réformes, ils se rendent bien compte que la Grèce a déjà fait beaucoup de réformes et qu'il est difficile d'aller plus loin. Donc, de toute façon, il reste une petite enveloppe à débloquer. Il faut essentiellement que cette enveloppe, elle serve à rétablir la croissance en Grèce. Et ensuite, la Grèce pourra de nouveau se financer sur les marchés. Et déjà, on voit que le taux d'intérêt a baissé. Donc, signe que les investisseurs, quand même, attendent une accalmie du côté de la Grèce. Merci Céline Antonin pour tous ces éclairages. On signale encore que la Grèce a levé ce mardi 1,3 milliard d'euros en plaçant des bons du Trésor à 3 mois et un taux en légère baisse de 3,9%. Voilà ce qu'on a appris dans l'après-midi. Depuis 5 jours, ce sont des images d'un pays dévasté qui font le tour du monde, un monde sous le choc après l'enfer qu'ont vécu les Philippines avec le passage de ce typhon dévastateur, 10 000 morts, 2 000 disparus. Le bilan est provisoire et triste hasard du calendrier. C'est hier, dans une ambiance de recueillement, donc, que s'est ouverte à Varsovie la 19e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Alors peut-on encore faire marche arrière en matière de gaz à effet de serre ? Élément de réponse avec Anthony Lesme. Grande émotion au sommet climatique de Varsovie. Quelques jours après le typhon Haiyan qui a tué près de 10 000 personnes aux Philippines, le délégué Yep Sano s'est adressé aux 200 nations présentes au sommet. Aujourd'hui, il y a urgence. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons arrêter cette folie dès maintenant, ici, au milieu de ce terrain de football. Et nous pouvons déjà déplacer les poteaux de but. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, ma délégation vous appelle respectueusement à nous guider et à laisser la Pologne et Varsovie se souvenir pour toujours de cet endroit comme le lieu où nous avons commencé à arrêter cette folie. À Varsovie, l'objectif est de dresser les contours d'un accord pour 2015 sur la réduction des gaz à effet de serre. La catastrophe philippine a rappelé l'urgence d'une action commune pour s'adapter au changement climatique. Nous avons des preuves scientifiques. Le GIEC nous dit que les évolutions du changement climatique s'aggravent, notamment par la fréquence d'événements météorologiques extrêmes. De sorte que tout ça nous montre vraiment la nécessité d'une action à la fois pour réduire nos émissions, mais aussi pour s'adapter au changement climatique. Il ne fait aucun doute que le changement climatique a créé des règles inéquitables pour les générations futures. Les générations précédentes, sans le savoir, avaient un avantage. Et maintenant, nous savons que les prochaines générations feront face à des défis gigantesques. Nous devons de toute urgence agir. Comment éviter l'échec du sommet de Copenhague, qui en 2009 devait sceller le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre ? Car les mêmes mots auront peut-être les mêmes effets. La crise a précipité les États à privilégier l'économie à l'écologie. En premier lieu, les États-Unis avec l'extraction du gaz de schiste, mais aussi les pays émergents comme la Chine ou l'Inde, qui refusent d'être soumis à des objectifs contraignants et font face désormais à un ralentissement économique. Et le débat sur le développement durable n'en est qu'à ses débuts. On va nous passer au Media Watch. Et hier, c'était le 11 novembre, beaucoup de commémorations un peu partout en Europe, chahuté parfois, on l'a vu à Paris, une journée bien plus festive à l'autre bout du monde, en Chine. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors Johanna, en Chine, le 11 novembre est synonyme de jour des célibataires. En quoi cela consiste-t-il ? Alors un petit peu comme la célèbre Saint-Valentin, la journée des amoureux, en Chine, il y a donc la journée des célibataires. Et à cette occasion, les magasins et les sites de vente en ligne proposent des promotions, ils cassent leurs prix. Et cette année, le jour des célibataires a été particulièrement fructueux pour le commerce en ligne, puisque à la mi-journée, Tmall, la plateforme qui appartient au géant du commerce en ligne Alibaba, avait réalisé 2,3 milliards d'euros de ventes. C'est 6 fois plus qu'un jour ordinaire. Et à minuit, ce chiffre avait presque doublé. Il s'élevait à plus de 4,2 milliards d'euros. Et pour les
magasins traditionnels, là aussi, c'est un succès? Alors pas vraiment, en fait les magasins traditionnels ont tendance à augmenter leur prix un petit peu avant le 11 novembre pour annoncer ensuite des réductions attractives, moins 20, moins 30 ou même moins 50%, mais comme le prix de base est plus élevé, les promotions ne sont pas aussi intéressantes qu'elles le paraissent, donc le commerce en ligne s'en sort mieux et c'est une tendance qui est aussi observée de façon plus générale puisque en Chine, entre 2009 et 2012, les ventes sur le web ont augmenté de plus de 70%. La raison, c'est que près de la moitié des Chinois ont un accès à Internet et 80% d'entre eux un smartphone ou une tablette. Ça facilite donc l'achat de biens en ligne. Alors autre chose, Johanna, à présent, on connaît l'importance du logo dans la stratégie d'une marque. Par contre, ça se complique lorsque ces logos sont détournés. Oui, c'est Cliff Dickens, un graphiste américain qui s'est amusé à détourner les logos de grandes marques en rendant les slogans plus honnêtes. L'objectif est évidemment de montrer ce que les gens pensent vraiment de ces marques. Alors, est-ce qu'on a des exemples? Oui, on va regarder donc un ou deux exemples. Celui d'Instagram, l'application donc pour partager ses photos. La phrase « capturer et partager les meilleurs moments » a été détournée par exemple en « améliorer vos mauvaises photos avec des filtres » car les utilisateurs s'en servent plus pour retoucher leurs photos grâce aux fameux filtres que pour les partager. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro d'Économie Le Mag. Restez avec nous, l'info continue.